Dans l'histoire de la République démocratique du Congo, la diplomatie a souvent été dominée par des figures masculines. Pourtant, des femmes ont su s'imposer et occuper ce poste stratégique. Elles ont porté haut la voix du pays, à l'international, défendu ses intérêts et mené des batailles décisives pour son avenir. Aujourd'hui, nous revenons sur ces femmes d'exception, pionnières et combattantes de la diplomatie congolaise. À la fin des années 90, sous le régime du maréchal Mobutu Sese Seko, la RDC, alors Zaïre, cherche à asseoir son influence sur la scène internationale. C'est dans ce contexte qu'Adrienne Ekila-Lyonda devient la première femme à occuper le poste de ministre des Affaires étrangères. Diplômée en droit, elle gravit rapidement les échelons de la diplomatie zaïroise. Son action la plus marquante, la signature de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, un pas crucial vers une reconnaissance des droits fondamentaux sur le continent. Cependant, son passage à la tête de la diplomatie congolaise est de courte durée. En 1988, elle est remplacée. Mais son héritage reste celui d'une pionnière, ouvrant la voie aux générations futures. Tshisekedi Tshilombo Félix, 7 53 013. En 2019, une nouvelle ère s'ouvre en RDC avec l'arrivée de Félix Tshisekedi à la présidence. Donc on essaye d'entrer dans la peau de président et de s'habituer à la fonction. Il nomme Marie-Toumba Nzeza au ministère des Affaires étrangères, marquant un retour des femmes à la tête de cette institution clé. Les diplomates, avant qu'ils ne quittent Kinshasa, ils doivent absolument informer le ministère des Affaires étrangères qui lui-même va informer les autres instances, les autres institutions de la République qui sont concernées par le déplacement de ces diplomates. Marie-Toumba Nzeza s'illustre par son engagement en faveur d'une diplomatie tournée vers les préoccupations des citoyens. L'une de ses actions majeures, la réduction du coût du passeport biométrique, passant de 185 à 99 $, une mesure largement saluée. 2. Le coût du passeport revient à l'équivalent en francs congolais de 99 $ américains, payables dans les banques qui seront désignées au pays et à l'étranger en ce qui concerne nos chancelleries. Durant son mandat, elle doit faire face à une crise diplomatique majeure, le conflit frontalier avec la Zambie en 2020. Grâce à une médiation habile, elle obtient le retrait des troupes zambiennes sans recourir à un affrontement militaire, prouvant l'efficacité d'une diplomatie active et concertée. A choisi la ministre des Affaires étrangères que je suis pour conduire les différentes délégations dans ce conflit frontalier entre la Zambie d'une part et nous, la RDC. Je crois que c'était un signal fort pour montrer que le président de la République privilégie la diplomatie. Et cette diplomatie a fait son travail. Nous avons été en Zambie, nous avons montré nos cartes, nous avons donné nos arguments. Nous avons été, comme cela ne suffisait pas et que ça continuait toujours malgré ce que nous nous disions entre nous, c'est-à-dire entre la Zambie et nous avons été voir le président du Zimbabwe qui était à la tête de la Troïka de la SADC
pour pouvoir lui soumettre le même problème et demander l'intervention de la SADC pour qu'on en finisse avec ce problème, ce qui a été fait. Donc, le président de la République a privilégié le dialogue, la diplomatie. Nous avons mené cette diplomatie et voilà, elle nous a donné un résultat positif. Son passage au ministère s'achève en 2021, mais il laisse derrière lui un modèle de gestion diplomatique pragmatique, axé sur la négociation et les réformes concrètes. Formée à Harvard, à l'université Johannes Gutenberg, et forte d'une expérience au sein des Nations Unies, elle incarne une diplomatie moderne, connectée aux enjeux globaux. Nations Unies, Son Excellence Antonio Guterres, et saluons les contributions essentielles de Mme Bintou Keïta, M. Jean-Pierre Lacroix et Mme Joyce Msuya, dont les efforts soutiennent la paix et la sécurité dans notre pays. Dès sa prise de fonction, Thérèse Kayikwamba Wagner fait face à une menace existentielle pour la RDC, l'agression rwandaise et l'activisme du groupe rebelle M23. À la tribune des Nations Unies, elle porte un message fort. La RDC ne tolérera plus aucune violation de sa souveraineté. Face aux arguments avancés par le représentant permanent du Rwanda. D'emblée, soyons clairs, je ne blâme pas le Rwanda pour tous les maux de la République démocratique du Congo. Je blâme le Rwanda pour la présence illégale de ses troupes sur notre territoire, le massacre de Kishishe, le bombardement du camp de déplacés de Mugunga, le pillage systématique de nos ressources naturelles et les attaques contre les soldats de la paix des Nations Unies et de la SADC. Je blâme donc le Rwanda pour les violations de la Charte des Nations Unies. Ces actes sont tous des crimes, ils ne relèvent pas d'un quelconque malentendu ou de différends bilatéraux. Ces faits, Madame la Présidente, ne relèvent pas de spéculation, ils sont documentés, corroborés et gravés dans les rapports des Nations Unies. Je prends néanmoins note de la posture du Rwanda qui doute de l'objectivité des experts des Nations Unies. Le Rwanda avance que la République démocratique du Congo est confrontée à de nombreux groupes armés. Et oui, c'est un fait. Mais cet aveu de la complexité de notre contexte sécuritaire ne saurait servir de justification à ses propres violations de notre souveraineté. Ce n'est pas parce que d'autres défis existent que son soutien au M23 ou la présence de ses troupes en République démocratique du Congo en deviennent excusables. Je le dis avec force, l'appréciation du Rwanda sur nos défis internes ne lui donne aucun droit d'y intervenir. À chaque sommet international, elle alerte sur la responsabilité du Rwanda et réclame des sanctions contre les acteurs du conflit. Entschlossene und sofortige Maßnahmen. Die Aussetzung des Memorandum of Understanding, MOU, das zwischen der Europäischen Union und Ruanda über nachhaltige Rohstofflieferketten unterzeichnet wurde. Europa kann nicht behaupten, einen ethischen Rohstoffhandel zu fördern, während es sich von einem Staat beliefern lässt, der Instabilität und Krieg in der Demokratischen Republik Kongo finanziert. Zweitens, die sofortige Aussetzung der militärischen Hilfe für Ruanda. Die europäischen Steuerzahler müssen wissen, dass jeder Euro und jede Ausrüstung, die Ruanda zur Verfügung gestellt wird, missbraucht werden kann, um die Destabilisierung der Demokratischen Republik Kongo und das Massaker an Zivilisten zu unterstützen. Die Europäische Union als Finanzierer der UN-Friedensmissionen kann nicht länger tolerieren, dass Ruanda weiterhin als Truppenstellerland bleibt, nachdem es direkt für den Tod Dutzender Blauhelme verantwortlich war. Darunter mehr als 15 innerhalb von 2 Wochen in Goma. Die Verhängung gezielter Sanktionen gegen die politischen und militärischen Verantwortlichen dieser Aggression sind eine weitere Maßnahme, die die Europäische Union in Betracht ziehen sollten. Zudem auch ein vollständiges Embargo auf den Export von Mineralien, die als ruandischen Ursprung deklariert sind, insbesondere Coltan und Europa.
Europa darf nicht länger bewusst oder unbewusst Komplize der Finanzierung. Son ton ferme et ses discours précis marquent un tournant dans la politique étrangère congolaise. So I was supposed to say good afternoon, but it's good evening. Ladies and gentlemen of the press, today I address the UN Security Council on the grave situation in the Democratic Republic of the Congo for the second time in 48 hours. We are at critical juncture, and I felt it was my duty to reiterate on behalf of the government and the people of the DRC the urgent need for decisive action by the Council. I welcome the fact that the Council has recognized Rwanda's responsibility for the violation of our sovereignty and our territorial integrity, as well as the violence currently unfolding in Goma. However, words have not been enough to end the human suffering and the aggression and onslaught on Goma. It is now time for the Security Council to act. Millions have been displaced, thousands are trapped in the besieged city of Goma with restricted access to food, water, electricity, security. Countless lives have been lost. Enough is enough. Rwanda cannot be allowed to continue to act with impunity, and I therefore called on the Council to act in defense of the principles of multilateralism and international law. The DRC welcomes the decision by Germany, not a Council member, to cancel its planned meetings next month on development aid with Rwanda and to urge Rwanda and the M23 to withdraw their troops. This is an example of the kind of action that we are calling for the rest of the international community to take, whether they are council members or not. Face à la crise sécuritaire, Thérèse Kayigwamba Wagner joue un rôle clé dans les négociations des accords de Luanda, visant à désamorcer les tensions entre la RDC et le Rwanda. Juste à la veille de l'aboutissement de ces accords, le président Paul Kagame se dérobe à la dernière minute, exige une négociation entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le M23, chose que Kinshasa rejette catégoriquement. Et hier, nous avions donc la 7e réunion ministérielle qui avait pour objectif de finaliser l'examen du projet d'accord qui avait été présenté par la facilitation aux deux parties prenantes et ainsi préparer le sommet prévu aujourd'hui le 15 décembre entre les présidents de la République démocratique du Congo, du Rwanda et de l'Angola. Dans la question, par rapport à la question du M23, le Rwanda a mis comme condition préalable à toute signature et à tout sommet qu'il y ait d'abord un échange direct et un dialogue direct entre la RDC et le M23. La République démocratique du Congo a rejeté cela, tout d'abord parce que c'était une tactique qui a été sortie en dernière minute et nous l'avons vu pour ce qu'elle était, une tactique pour bloquer le processus, et aussi parce que nous avons toujours défendu notre position. Nous n'allons pas discuter directement avec un groupe terroriste. Et donc ceci a eu pour résultat que le Rwanda a exprimé son avis que le sommet n'avait plus lieu d'être. Et donc nous nous sommes retrouvés dans cette situation malheureuse ce matin où nous avons dû constater que le président rwandais, Paul Kagame, avait décidé de ne pas honorer l'invitation de son homologue angolais. Le président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui, a honoré sa parole et il a honoré aussi les efforts inlassables du facilitateur et s'est rendu ce matin à Luanda. Il s'est rendu ce matin à Luanda pour lui-même aussi constater l'absence de son homologue rwandais, ensemble avec le facilitateur. Et je pense que nous sommes arrivés à un moment assez tournant parce que nous avons tous pu constater hier que le Rwanda, la République démocratique du Congo et l'Angola étaient très proches d'avoir un accord de paix. Mais que le Rwanda a fait le choix de supporter et de continuer son appui envers le M23 aux dépens d'une perspective d'une paix et d'un accord de paix. Entre la paix et le M23, le Rwanda a choisi le M23. Le 15 décembre 2024, jour de la signature, seul le président Félix Tshisekedi sera présent à Luanda, en présence du président angolais et l'ancien président du Kenya. Elle participe également au sommet de l'Union africaine et de la SADC, mobilisant les partenaires africains pour une réponse collective face à l'agression rwandaise.
Bonjour Aurélie Bazaraki-Bangoula, quels sont les échos à Kinshasa? Eh bien, écoutez, selon les déclarations du département d'État américain faites à plusieurs médias, les États-Unis se sont dit prêts à discuter avec la RDC d'un partenariat sur les minerais rares congolais. Alors, pour contextualiser, il faut le rappeler, la République démocratique du Congo possède les plus grandes réserves mondiales de cobalt, un métal prisé utilisé dans la fabrication de batteries des véhicules électriques. Et le pays possède également d'importantes réserves de lithium et de cuivre. Alors les discussions entre les États-Unis et la RDC, vous l'aviez dit, au sujet de ces minerais sont encore à un niveau exploratoire. Mais d'après ces médias, Kinshasa a pris contact avec Washington pour proposer un accord en échange d'une aide à la sécurité. Alors les autorités congolaises, n'ont pour le moment pas donné plus de détails sur la teneur de ces discussions. Mais selon certains spécialistes, le président Félix Tshisekedi entend renforcer sa coopération avec les États-Unis et ainsi obtenir plus de soutien sur le plan diplomatique. Son mandat est marqué par une volonté claire. Replacer la RDC comme un acteur incontournable sur l'échiquier diplomatique. Entre alliances stratégiques, renforcement des relations avec les États-Unis, l'Union européenne et la Chine, elle œuvre à une politique étrangère équilibrée et pragmatique. C'est la réalité. Je ne pense pas que c'est précipiter les choses d'anticiper et de tenir compte de la reconfiguration qui se prépare. Et nous sommes en train de suivre de près. Et nous anticipons les choses, évidemment, parce que nous défendons nos intérêts et nous devons le faire avec tous nos interlocuteurs. Donc, il y a un processus en cours aux États-Unis d'Amérique qui est tout à fait normal, prévu par leur Constitution. Nous respectons cela, mais entre-temps, nous suivons de près, nous analysons et nous nous projetons dans cet avenir d'une nouvelle administration sous le président élu Donald Trump. Beaucoup ont dit les démocrates, c'est le Rwanda, les républicains, ce sera plus la RDC. Vous pensez cela aussi ? Je ne spécule pas sur la posture des uns et des autres. Je préfère miser sur l'assurance de notre diplomatie et le fait que nous défendons nos intérêts. Je ne mise pas sur les variables, si vous voulez, fluctuantes et tout à fait dynamiques de nos interlocuteurs internationaux. La constante chez nous, ce sont nos intérêts. Et donc, en fonction de nos interlocuteurs, nous devons voir comment nous défendons ces intérêts. Mais que ce soit un démocrate ou un républicain, nos intérêts sont les mêmes. Nous allons peut-être devoir interagir avec eux de manière plus adaptée en fonction de l'interlocuteur. Direct aussi, parce que la question c'est que faire pour vous rendre plus efficace. La diplomatie, c'est bien, elle a changé de visage, c'est vrai. C'est peut-être plus efficace, vous nous le direz, mais le Rwanda continue à bénéficier des bonnes grâces de beaucoup. Tout à fait. Pourquoi, malgré tous ces efforts, vous n'arrivez pas à faire mieux entendre la République démocratique du Congo? Pourquoi, peut-être au nom du génocide ou d'autres raisons, le Rwanda continue à de conserver ce soutien alors que ce droit international dont vous faisiez mention nous donne raison à 100%. Tout à fait. Et nous avons raison. Et c'est pour cela que nous continuons ce combat. Nous continuons à responsabiliser toutes les parties prenantes. En particulier les membres permanents du Conseil de sécurité qui, ont une position extrêmement privilégiée, membres permanents du Conseil de sécurité, les membres non permanents, les membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, et évidemment tous nos autres pays partenaires, y compris et nos institutions partenaires comme l'Union européenne. Donc, nous n'allons pas changer, si vous voulez, de posture ou de message. C'est un message responsable et c'est un message qui est ancré et qui a toute sa validité. En même temps, vous me posez une question tout à fait pertinente. Comment ça se fait que ce message n'est pas encore entendu ou ne suscite pas les réactions que nous voudrions susciter? Je pense que c'est une leçon en humilité que l'histoire nous apprend. La diplomatie prend du temps. La diplomatie, ce sont des personnes, ce sont des rapports, ce sont des relations que nous bâtissons, ce sont des narratifs, ce sont des manières de penser que nous changeons. Personne ne change de comportement du jour au lendemain. Et c'est pour cela que nous devons continuer cet effort. Nous devons de manière inlassable continuer à défendre les intérêts de notre pays et en même temps tenir compte du fait que oui, le Rwanda le fait depuis 30 ans.
justement, une diplomatie structurée, une diplomatie qui maintient le même message de manière perpétuelle. Est-ce que cela veut dire que c'est un message franc? Est-ce que cela veut dire que c'est un message qui reflète la réalité? Certes pas. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons tout intérêt de nous investir dans une diplomatie qui s'inscrit dans une continuité de sa communication et de la défense de nos intérêts nationaux. Vous parlez de la diplomatie, parlons-en. Depuis 6 mois, vous êtes à la tête de ce ministère. Avancées et défis, est-ce que vous pourriez rapidement nous dire ce que vous pensez avoir obtenu et quels sont surtout vos défis? Alors, en termes de défis, je vais être très, très franche avec vous. Je pense que j'ai hérité d'un ministère riche en diplomates et en fonctionnaires extrêmement motivés, extrêmement expérimentés, qui ont eu l'opportunité, que ce soit ici à la centrale ou en poste, d'accumuler beaucoup d'expertise. Mais en même temps, il faut se dire les choses en toute franchise et honnêteté. Extrêmement nombreux. Ça aussi. Mais surtout dans des conditions extrêmement difficiles, surtout pour nos diplomates en poste. Ça, c'est un des plus grands défis que moi, j'ai identifié dès le début et que je me suis donné, moi, pour mission d'améliorer. Je ne fais pas de grandes promesses. Je gère les attentes des uns et des autres. Je m'inscris dans une logique de travail d'équipe à 2 niveaux. Tout d'abord, moi, quand je parle du travail d'équipe pour gérer la question des conditions de travail et de vie de nos diplomates en poste et à la centrale et de nos fonctionnaires évidemment aussi, c'est un travail d'équipe parce que le ministère des Affaires étrangères ne peut pas le faire seul. Nous avons besoin du ministère des Finances, du budget. Et c'est pour cela que nous avons mis en place une commission permanente pour se pencher sur ces questions. Une des premières questions, c'est la paix de nos diplomates à l'étranger. Au Maroc, il y en a un qui a pleuré devant la Première ministre. Oui. Au Canada, ils se sont plaints. La diplomatie, c'est l'apparat aussi. Nous accusons parfois des retards dus, à mon avis, à des systèmes en place qui ne maximisent pas le potentiel que nous avons atteint aujourd'hui en termes de technologie, en termes d'efficacité. Et je suis très heureuse d'avoir 2 collègues, le ministre du Budget, le ministre des Finances, qui ont cette même vision d'une administration plus moderne. Et donc, une des questions sur laquelle on se penche, c'est de voir comment fluidifier la paie, la rendre plus fréquente déjà, mais aussi la fluidifier. Tous les mois. Oui, parce que... Plus tous les 3 mois, tous les 6 mois. Justement. Ils ne sont pas satisfaits de cela. Tout à fait. Pendant des décennies, il y a eu cette pratique de payer de manière trimestrielle. Mais vous vous imaginez, vous êtes loin de chez vous et on accuse un retard. Ce n'est pas un retard d'1 mois, c'est un retard automatiquement de 4 mois. Donc ça, c'est la première priorité. Briser ce cycle-là et aller vers un cycle beaucoup plus humain et beaucoup plus qui facilite les choses à nos diplomates. Payer aussi leurs frais d'installation ? Justement. Donc vous voyez, il y a plusieurs éléments qui montrent que ce n'est pas uniquement une question des affaires étrangères. Il y a une responsabilité pour nous. On doit s'assurer, avant de signer un ordre de mutation, que les moyens sont disponibles. Pourtant, ils sont nombreux aujourd'hui. Justement. Pour ne pas, justement, accumuler ces dettes, pour ne pas exposer nos diplomates à des conditions de travail dès le premier jour qui sont invivables. Et donc, c'est ce travail que nous devons faire de manière conjointe avec le budget, avec les finances, pour avoir aussi une meilleure planification. Et il y a aussi une partie importante que nous allons faire avec le ministère de la fonction publique pour avoir une gestion et une planification budgétaire qui est beaucoup plus holistique. Ne pas uniquement voir un individu en termes de son salaire, mais un individu en termes de son salaire, ses frais d'installation, ses frais de retour. On doit avoir le package. On ne peut pas envoyer quelqu'un en poste sans pour autant s'assurer que cette arrivée-là sera prise en charge. Parce que ça veut dire que la personne arrive et dès le jour 1, les choses sont déjà assez critiques. Ensuite, on doit attendre 3 mois pour avoir son salaire. Donc, vous voyez qu'on accumule les défis. Mais encore une fois, je suis extrêmement heureuse d'avoir des collègues qui sont animés de cette bonne foi. Donc ça, c'est un des grands défis. Voir comment, en équipe, en symbiose avec les autres ministères qui nous accompagnent, on peut trouver des solutions à cette problématique. Le chemin reste long, mais une chose est certaine. La diplomatie congolaise ne peut plus se penser sans les femmes.
Elles ont prouvé qu'elles pouvaient tenir tête aux défis les plus ardus et inscrire leur nom dans l'histoire de la RDC.